Voici comment les poissons sont devenus des grenouilles. En effet, dans cette vidéo, on va explorer comment un petit groupe de poissons s'est transformé, grâce à l'aide de Dieu les Tout-Puissants, en le groupe semi-aquatique qu'on appelle aujourd'hui les amphibiens. Et on va parler de toutes les formes intermédiaires apparues pendant leur évolution. Nous voici il y a environ 380 millions d'années, dans les océans du Dévonien tardif. Et vous êtes un poisson à nageoires charnues, Eusthénoptéron. Et en fait, vous êtes un poisson très spécial. En effet, comparé à celle de la plupart des poissons, vos nageoires possèdent une articulation avec des os comme le fémur et le tibia. Vous possédez les premières narines de l'histoire et vous êtes le premier vertébré à posséder de la moelle osseuse. Vous pouviez vivre aussi bien en eau salée qu'en eau douce, ce qui sera très important dans l'avenir de vos lointains cousins. Comme beaucoup de vos cousins, vous avez déjà la capacité de respirer hors de l'eau grâce à votre vessie natatoire. Éloignons-nous un peu des océans de la fin du Dévonien et pataugeons ensemble dans des estuaires peu profonds de cette période. Cette fois-ci, vous êtes Panderictis, un des tout premiers tétrapodomorphes. Alors les tétrapodomorphes, en fait, c'est le groupe comprenant les tétrapodes, donc tous les animaux à quatre pattes, donc les grenouilles, les chameaux, je sais pas moi, les écureuils, etc., et leurs ancêtres. Comparé à votre cousin Eusthénoptéron, votre crâne est bien plus plat. De plus, vous ne possédez pas de nageoire dorsale, votre humérus est plus long et votre vessie natatoire est plus efficace, vous permettant de survivre dans des périodes où l'eau comporte très peu d'oxygène, une situation très courante pendant la fin du Dévonien. Vous étiez un chasseur avec un corps allant d'1 à 2 mètres de long et au menu, le plus souvent, il y avait les ancêtres des mouches, d'autres poissons à nageoires charnues et en général toutes sortes de petits animaux. Après quelques millions d'années, vous êtes devenu une nouvelle espèce, Tiktaalik. Bien que vous ressemblez toujours en apparence à votre ancêtre Panderictis, vous possédez quand même quelques différences notables. En effet, votre cage thoracique était plus épaisse, permettant de supporter votre poids pendant vos rares mouvements sur la terre ferme, et de plus, vous êtes le tout premier vertébré à posséder un cou. Vous viviez dans des rivières peu profondes de la fin du Dévonien, il y a 375 millions d'années, et vous étiez plutôt grand, avec des tailles pouvant aller de 1 à 3 mètres de long. Et vous étiez un prédateur avec des dents acérées, se nourrissant de petits animaux attirés par la végétation primitive de cette époque. En quelques millions d'années, vous ou vos cousins vont connaître de vastes changements corporels, jusqu'à devenir Acanthostega il y a 365 millions d'années, un tétrapodomorphe d'environ 60 cm de long, et contrairement à votre ancêtre Tiktaalik, vous ne possédez plus de nageoires, mais des vraies pattes avec 8 doigts sur chacune, utile pour pagayer et dégager les débris organiques qui étaient courants dans les eaux de cette période. En effet, vous étiez toujours un organisme très majoritairement aquatique, avec vos pattes étant toujours incapables de supporter votre poids sur la terre ferme. Mais un de vos cousins, Ichthyostega, lui, pouvait utiliser ses membres de façon rudimentaire. Il avait une colonne vertébrale et une cage thoracique bien plus solide que la vôtre et possédait 7 doigts à chaque patte, se déplaçant comme un phoque sur le bord des rivières pour potentiellement prendre des bains de soleil ou manger les insectes qui venaient tout juste de sortir des eaux eux aussi. Tandis que dans le milieu aquatique, Ichthyostega se déplaçait à l'aide de sa nageoire caudale en majorité. Mais votre vie tranquille prendra abruptement fin quand, il y a 359 millions d'années, l'extinction du Dévonien, qui était déjà en progression auparavant, entre dans sa dernière phase. Et elle va finir par ôter la vie d'entre 35 à 50% des animaux marins, ce qui va causer la disparition de la majorité des tétrapodomorphes primitifs, pavant la voie au tout premier vrai tétrapode. En effet, dans la période suivante, le Carbonifère, qui s'étale de 358 à 298 millions d'années dans le passé, vos ancêtres du Dévonien ont donné naissance à vous, Péderpès, le premier tétrapode entièrement terrestre. Comparé à vos ancêtres, vous aviez des pattes capables de supporter votre poids sur la terre ferme lors de la marche, et vous aviez 5 doigts, une caractéristique qui va être perpétuée chez tous les tétrapodes futurs, aucun n'ayant naturellement plus de 5 doigts. Bien que vous dépendiez toujours du milieu aquatique, pour votre vie, vivant dans les marais humides de ce qui est aujourd'hui l'Écosse, vous étiez au sommet de la chaîne alimentaire terrestre, se nourrissant de toutes sortes d'insectes et de poissons, étant seulement mis en danger par certains arthropodes géants qui rampaient dans les jungles du Carbonifère, ou par les rhizodontes, un groupe de tétrapodomorphes gigantesques. Vos descendants vont ensuite se diviser en 2 grands groupes de tétrapodes. Des reptilomorphes, comportant tous les tétrapodes plus proches des amniotes,
que des amphibiens, et les batrachomorphes, comportant les tétrapodes les plus proches des amphibiens modernes que des amniotes. Et les amniotes, c'est les reptiles, mammifères, etc. Nous, les batrachomorphes, comportons à notre tour, dans nos rangs, deux grands sous-groupes, les temnospondyles et les lépospondyles. Les temnospondyles sont un ordre composé de tétrapodes à mode de vie amphibien qui, à la différence des amphibiens modernes, étaient beaucoup plus grands et possédaient des griffes, des écailles et même des ostéodermes. En fait, beaucoup d'entre eux ressemblaient surtout aux crocodiles modernes. Ce groupe, le vôtre, au cours de la période suivant le Carbonifère, le Permien va grandement se diversifier avec votre cousin éloigné, Euryops, un amphibien ancestral qui vivait sur les rivages des rivières, étangs et lacs du Permien inférieur, chassant toutes sortes d'animaux aquatiques et terrestres, et similairement, comme les crocodiles modernes, il mesurait 1 à 3 mètres de long. Et contrairement aux crocodiles, au lieu d'éclore d'œufs à coquilles enfouis dans le sable, la naissance d'Euryops se passait comme celle des salamandres modernes, avec cependant une croissance beaucoup plus lente. Des millions d'années vont passer, et l'extinction du Permien va exterminer 95% des espèces marines et fumer plus de 70% des espèces terrestres. Mais curieusement, les temnospondyles ne vont pas être si affectés que ça, et à la période suivante, le Trias, ils vont atteindre leur pic en diversité. Avec certains membres atteignant de très grandes tailles, comme Mastodontosaurus, un temnospondyle qui vivait au Trias moyen dans les rivières et les lacs de ce qui est aujourd'hui l'Europe. Il avait un crâne aplati comme ceux des crocodiles et avait littéralement un troisième œil. Sa caractéristique principale était sa taille. En effet, ce monstre pouvait atteindre jusqu'à 6 mètres de long, ce qui en a probablement fait un prédateur redoutable, se nourrissant de toutes sortes de poissons, les attaquant en embuscade. Mais tous les temnospondyles n'ont pas suivi cette voie, car certains qui départent là, comme les trématosaures, vont s'adapter au milieu marin, une adaptation très rare pour les amphibiens. En général, au fil des millions d'années, les temnospondyles vont de plus en plus dépendre du milieu aquatique, vivant quasiment toute leur vie à l'intérieur. À la fin du Trias, l'ordre va grandement perdre en diversité, avec seulement 2 lignées qui passeront au Jurassique, la période suivante. Ce sont les brachypoïdes et les trématosaures mentionnés précédemment qui vont survivre jusqu'au Crétacé inférieur, avant de s'éteindre pour toujours. De l'autre côté de l'arbre des amphibiens préhistoriques, vos cousins, les lépospondyles, eux, sont un groupe d'amphibiens primitifs, bien plus petits, avec une anatomie ressemblant le plus souvent à un petit lézard ou à une salamandre. En fait, en général, leur anatomie était plutôt légère. Parmi eux, on comptait certains membres loufoques, comme les Aestopoda, les Adélospondyles et les Lizaurophiens, des amphibiens primitifs ressemblant grandement à des serpents. Les microsauriens, eux, ressemblaient grandement à des salamandres ou à des tritons, et les nectridés ressemblaient à des salamandres eux aussi. Tous ces groupes vivaient dans les marais du Carbonifère, vivant une vie en grande majorité aquatique, avec une diversité atteignant son pic il y a environ 300 millions d'années. Et peu après le Permien inférieur, leur diversité commença à baisser avec l'aridification de la planète pendant cette période. Le dernier lépospondyle connu est un microsaurien, Diploconus, le genre de lépospondyle le plus connu. En effet, sa tête en forme de boomerang et ses petits membres frêles le démarquent des autres amphibiens. Il mesurait 1 mètre de long et vivait dans les marais de la fin du Permien. Son crâne aurait pu avoir une fonction défensive ou même une fonction hydrodynamique. Mais comme tous les membres de son groupe, il s'éteindra à la fin du Permien. Vous, en tant que premier amphibien, allez apparaître au début de la période suivante, le Trias, d'ancêtre temnospondyle ou lépospondyle, bien que les preuves pointent vers une origine temnospondyle avec le groupe des Disorophoidea, un groupe de temnospondyles ressemblant superficiellement aux amphibiens modernes. Mais peu importe qui sont vos ancêtres, vous voici le tout premier vrai batracien connu, Triadobatrachus. Comme les grenouilles actuelles, vous avez des côtes atrophiées, ainsi qu'un tibia et un péroné très développés. Vous viviez dans les zones humides de ce qui est aujourd'hui Madagascar. En tant que petit amphibien d'à peine 10 cm de long, vous deviez esquiver régulièrement les prédateurs temnospondyles de l'époque qui allaient en taille de 30 cm à 2 mètres de long. Cependant, vous ne pouviez pas sauter aussi bien que vos lointains descendants, les grenouilles, le faisant seulement pour vous enfuir de ces nombreux prédateurs, et vous aviez une queue qui vous permettait de vous déplacer aisément dans le milieu aquatique.
À vos côtés, pendant le Trias tardif, donc il y a environ 230 millions d'années, vos cousins, les urodèles, donc les salamandres et les tritons, étaient apparus, avec un spécimen dénommé Triasaurus. Contrairement à votre anatomie plus compacte, Dieu avait choisi de garder leur anatomie similaire à celle de la plupart des thymnospondyles et lépospondyles primitifs. Ils vivaient dans ce qui est aujourd'hui le Kyrgyzstan, vivant un mode de vie fortement aquatique, comme vous. Cependant, contrairement à vous, il était probablement néoténique, restant en forme larvaire, même à l'âge adulte, ce qui lui permettait probablement de posséder des branchies à l'âge adulte, comme le font les axolotes modernes. De votre ancêtre Triadobatrachus, pendant le Jurassique, vous, la première vraie grenouille, allez naître, Prosalirus. Vous aviez maintenant totalement perdu votre queue et étiez capable de sauter comme le font vos cousins modernes. Au Crétacé, à l'époque, le continent indien et l'île de Madagascar formaient une île gigantesque, vivait un de vos descendants les plus féroces, Bell's Buffo, une grenouille qui mesurait entre 40 et 20 cm de long. Donc, au plus grand, elle aurait pu être aussi grande qu'un chat. Comme la majorité des grenouilles modernes, c'était un prédateur, se nourrissant de tout animal pouvant entrer dans sa bouche. Et vu sa taille, ça aurait probablement pu être des petits dinosaures ou des juvéniles qui se sont fait spawn kill par cette grenouille. Pendant ce temps, vos cousins, les urodèles, eux, vivaient leur âge d'or, mais tout viendra à s'arrêter quand, il y a 66 millions d'années, une grosse météorite mettra fin au règne des dinosaures et lancera la planète dans une nouvelle ère. En fait, c'est seulement pendant le Cénozoïque que vous et vos cousins allaient devenir très répandus, profitant de toutes les niches écologiques laissées vacantes par les amphibiens primitifs et les lézards pour devenir les formes qu'on le connaît aujourd'hui. Pendant le Cénozoïque, le groupe des Albanerpetontidés, des cousins éloignés des salamandres, prospère. Ils avaient une peau couverte d'écailles et étaient relativement tolérants aux environnements secs pour un amphibien, ressemblant généralement à un lézard. De nos jours, vous, les grenouilles, comportez 59 familles, réparties sur tous les continents, sauf l'Antarctique, surtout dans les forêts tropicales. Vous êtes caractérisé par un corps robuste sans queue et des membres repliés sur votre corps, optimisés pour le saut. Une grande partie d'entre vous sécrètent des substances toxiques sur leur peau pour se rendre absolument dégueulasses auprès des prédateurs. Vous êtes en grande majorité des prédateurs d'animaux, allant d'insectes à petits mammifères et reptiles, vivant à l'âge adulte, en eau douce, sur terre, ou même sous terre, ou dans les arbres pour certaines espèces. Au stade larvaire, vous êtes un tétard, une larve avec un corps ovale, allongé, possédant une nageoire caudale. En tant que tétard avec votre bec en kératine, vous allez poursuivre un régime herbivore pour la plupart d'entre vous. Contrairement aux adultes, à ce stade de votre vie, vous respirez avec des branchies sur le côté de votre corps. À la fin du stade tétard, votre corps commence à changer. En 24 heures, dû à une hormone appelée thyroxine, vos poumons se développent et vos branchies disparaissent. Votre mâchoire se développe, les pattes se développent et la queue raccourcit jusqu'à disparaître quelques temps plus tard. Après cette puberté express, dépendant des espèces, vous allez rester dans l'eau douce ou migrer vers un milieu terrestre. Beaucoup d'entre vous attrapent leur proie avec vos langues collantes, tandis que d'autres les avalent en entier. Parmi vous, certaines espèces se démarquent. Par exemple, Nasica batrachus styadrensis vit littéralement sous terre, sortant de son trou seulement pendant la saison des pluies pour se reproduire pendant 2 semaines, et en plus de cela, il est extrêmement moche. Ahora ya había subido la marea. Une autre espèce particulière est la rainette jaguar, une grenouille de la famille des dendrobates qui se rencontre surtout au Venezuela et au nord du Brésil, dans les arbres des forêts tropicales. Elles naissent souvent d'œufs posés sur des feuilles, puis gardées humides et protégées par le mâle. À l'éclosion, le mâle porte littéralement les têtards sur son dos, ce qui est un peu hilarant MDR. Puis ils sont posés dans des petites mares, des creux d'arbres ou même dans des feuilles creuses contenant de l'eau, comme des feuilles de broméliacées. Les têtards se nourrissent de plantes en décomposition et de petits animaux et prennent 60 à 90 jours avant de se métamorphoser. À l'âge adulte, les rainettes jaguars se nourrissent de fourmis et d'autres insectes toxiques, ce qui, à l'état naturel, les rend extrêmement toxiques, les rendant totalement immunisés aux prédateurs. D'ailleurs, leur couleur bien jaune signale aux prédateurs leur dangerosité. Comme certains orthoptères, les dendrobates mâles chantent avec leur gorge, et la femelle choisit le mâle qu'elle préfère. Toujours en Amérique du Sud, le crapaud du Suriname, lui, est encore plus bizarre.
En effet, cette espèce, qui a évolué pour ressembler à une feuille morte à l'âge adulte, a un cycle reproductif extrêmement bizarre. Car après l'accouplement, la femelle implante les œufs dans la peau de son dos, et la peau va finir par recouvrir entièrement les œufs. Les embryons vont continuer à grandir dans le dos de leur mère, devenant même des têtards, puis pendant leur métamorphose, ils vont émerger du dos de leur mère en tant que petites grenouilles. Puis après avoir accouché, la couche de peau utilisée pour abriter les têtards va tomber. À l'âge adulte, ce crapaud va vivre la plupart du temps dans le milieu aquatique, gobant des petits poissons, crustacés et insectes. Ceux y sont parfois sur la terre ferme. Ce qui est vraiment incroyable. Donc voilà. Bon, je sais que vous attendez que je parle des salamandres et des céciliens, mais ce sont des groupes tellement complexes qu'ils méritent leur propre vidéo. Donc, je vais sûrement en parler dans la suite de cette vidéo qui va sortir dans environ 2 à 4 semaines. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours voir les vidéos qui vont s'afficher juste là.